Voici une vue en direct du trafic maritime en temps réel dans le détroit d'Ormuz. Cela se passe alors que l'Iran répond maintenant à l'ordre du président Trump de blocus dans le détroit d'Ormuz. Et la garde révolutionnaire iranienne affirme que tout navire militaire tentant de s'approcher du détroit d'Ormuz sera considéré comme une violation du cessez-le-feu de 2 semaines de Zewari, et elles seront traitées de manière ferme et décisive. La garde, dans un communiqué publié par les médias d'État iraniens, a déclaré que le détroit est sous le contrôle avisé de la marine iranienne et ouvert au passage sécurisé des navires non militaires, conformément à des réglementations spécifiques. Pour en parler davantage, je vais inviter le président-directeur général de JINSA, Mikhail Makovsky. Et comme toujours, Michael, nous vous remercions beaucoup d'être ici avec nous sur Live Now de Fox. Merci de m'avoir invité. Bon dimanche. Bon dimanche à vous aussi. Et je voulais commencer par parler du nouveau développement, à savoir que l'Iran répond à l'annonce du président Trump selon laquelle il ordonne à des navires de la marine d'établir un blocus dans le détroit d'Ormuz. L'Iran dit maintenant qu'il considérera tout navire militaire comme une menace. Que pouvez-vous nous dire sur la dernière déclaration publiée par la garde révolutionnaire iranienne et qu'est-ce que cela pourrait signifier? Oui, je pense qu'il vaut la peine de rappeler à tout le monde que le but du cessez-le-feu était basé sur l'idée que le détroit d'Ormuz resterait complètement ouvert. Et les Iraniens ont violé cela en autorisant que les navires alliés ou ceux qui payaient des péages d'environ 2 millions de dollars par pétrolier à effectuer la traversée. Ils ont déjà violé le cessez-le-feu, d'où le côté un peu drôle. Dire que le passage de nos navires militaires violerait le cessez-le-feu alors que c'est le contraire. Mais le président Trump dit « Iran, si vous n'autorisez pas le passage des navires sans approbation, nous n'autoriserons pas non plus vos navires et votre pétrole à sortir, et vous ne recevrez aucun de vos revenus. » Cela affecte l'Iran et aussi la Chine. Environ 90% des exportations de pétrole iranien vont vers la Chine à prix réduit. Alors, il peut y avoir une impasse où les États-Unis peuvent opter pour l'escalade et dire « D'accord, nous les avons bloqués, mais peut-être que nous allons vraiment attaquer l'île de Karg par où passe presque la totalité des exportations de pétrole de l'Iran. » Ou nous pourrions proposer, comme l'a suggéré le général Jack Keane sur Fox, que pour le pétrole, vous savez, nous allons en prendre le contrôle ou nous allons détruire l'île de Karg si vous ne nous donnez pas accès à votre matériel nucléaire. Nous entendons souvent l'expression « point d'inflexion » lorsqu'il s'agit de ce qui se passe actuellement, en particulier avec le détroit d'Ormuz. Alors que nous voyons maintenant l'escalade, le président Trump ordonnant le blocus là-bas, l'Iran répondant en disant qu'il traitera tout navire militaire comme une menace, sommes-nous potentiellement face à un autre point de bascule? Vous savez, c'est toute la question. Je veux dire, je pense que le président Trump a fait un effort de bonne foi. Je veux dire, nous avons envoyé notre vice-président à ces négociations. C'est important, une avancée significative. Mon impression est que les Iraniens sont habitués à des présidents américains qui ne font que parler. Ils veulent se gagner du temps lors de ce premier tour. Ils oublient que traiter avec Trump est différent des autres. Il dit « Je t'ai déjà donné une chance. D'accord, reviens vers nous si tu acceptes nos conditions. » Et s'ils ne sont pas d'accord, ce qui à mon avis sera le cas, et je ne pense pas que les Iraniens prévoient cela. Alors il pourrait simplement y avoir une impasse dans nos actions, ou, comme le président Trump l'a suggéré dans sa publication sur Truth Social, que nous allons finir le travail un peu plus. C'est-à-dire où je pense que nous allons viser davantage de cibles économiques iraniennes, peut-être plus de cibles militaires, mais surtout des cibles économiques pour nuire au régime et les étouffer économiquement. Et ainsi rendre plus probable que le peuple finisse par les renverser. Et alors la toute dernière question sera, et qu'en est-il du matériel nucléaire?
Et parlons-en parce que vous avez mentionné que le vice-président J.D. Vance s'est rendu au Pakistan de bonne foi pour s'asseoir à la table. Et il essaye de parvenir à une sorte d'accord. Ils ont discuté pendant 21 heures et, vous savez, je partageais avec nos téléspectateurs ce que le correspondant de Fox News, Lucas Tomlinson, a rapporté à propos des lignes rouges. Et vous en avez mentionné une. Vous savez, tout cela a vraiment à voir avec le programme nucléaire et les installations d'enrichissement. C'est la ligne rouge à laquelle aucun des deux camps n'est prêt à renoncer. Est-il réaliste d'attendre une autre négociation future puisque l'Iran refuse d'y renoncer? Moi, je pense que c'est improbable. C'est possible, bien sûr. Je veux dire, on pourrait dire que les Iraniens diraient, d'accord, nous allons laisser, excusez-moi, nous allons laisser les navires passer par le détroit d'Ormuz. Ce serait ça. Alors nous aurons une autre conversation. Je peux voir cela comme une possibilité. Eh bien, si fondamentalement, comme l'a dit le vice-président Pence, ils ne sont pas disposés à abandonner le programme nucléaire, cela signifie qu'ils doivent renoncer à ce qu'ils ont enrichi et qu'ils ne peuvent avoir aucun programme nucléaire. Et cela exige de nous donner accès, comme en Libye, où nous avons extrait le matériel et détruit les installations. Il est difficile d'imaginer que ce régime cède sur ce point. Alors la question est, que ferons-nous à ce sujet? Regardez ce qu'a dit le correspondant de Fox News, Trey Youngst. Aucun négociateur de Zapierrois ne reste au Pakistan après 21 heures de négociations. L'Iran continue de ne faire aucune concession importante concernant l'uranium enrichi et le détroit d'Ormuz. Alors, Michael, à ce stade, nous sommes dans l'impasse. Que vont faire les États-Unis maintenant? Oui, donc il y a quelques options. Nous pouvons maintenir le blocus du détroit d'Ormuz pour garantir qu'aucun pétrole iranien ne sorte, tout en nettoyant le détroit d'Ormuz des mines et ainsi de suite. Nous pourrions dire, nous avons nettoyé le détroit d'Ormuz et maintenant le pétrole saoudien et émirati peut sortir, mais nous n'autorisons pas le pétrole iranien à sortir. Mon organisation, celle qui a recommandé en janvier de bloquer les Iraniens et d'étrangler le régime, je suis content que le gouvernement le fasse maintenant. Encore une fois, nous pourrions aller plus loin et dire contrôlons ou détruisons l'île de Karg par où transitent environ 90% des exportations de pétrole iranien. Nous pourrions faire cela et cela causerait un dommage réel et durable. Avec ce régime, parce qu'alors il serait miné économiquement, il ne pourrait presque plus rien payer après cela. Mais cela pourrait aussi nuire au gouvernement après le régime. Donc c'est le risque. Nous pourrions attaquer, comme Donald Trump l'a suggéré, des installations économiques et énergétiques en Iran pour étouffer le régime. Nous pourrions faire plus contre les missiles balistiques, ce que nous n'avons pas complètement accompli. La question principale est le nucléaire. Et ça, je n'en suis pas encore sûr. Évidemment, je n'ai pas de renseignements à ce sujet, mais il serait certainement risqué d'aller jusque-là. Nous pensons qu'il stocke du matériel nucléaire enrichi, peut-être sous les décombres que nous avons bombardés en juin, afin de sécuriser le périmètre et d'éliminer le matériel. C'est risqué et je sens que le président Trump est prudent à l'idée de faire quelque chose comme ça. Mais nous pourrions le faire. Tous ces points peuvent être discutés. Oui, si je peux ajouter, je pense que le Hezbollah, qui est le régime, qui est, euh, vous savez, le bras des Iraniens, ils ont commis quelques erreurs. Ils ont attaqué Israël le 8 octobre 2023, juste après l'attaque du Hamas, ce qui a finalement conduit à leur fort affaiblissement et à la mort de tous leurs principaux dirigeants. Ils ont attaqué de nouveau il y a peu de temps, donnant aux Israéliens une autre raison d'affaiblir le Hezbollah. Il y a une dynamique intéressante où le gouvernement libanais veut que le Hezbollah parte, car ils savent que cela n'apporte que la guerre. La principale raison de la guerre dans leur pays, c'est ce bras armé de l'Iran qui déclenche les hostilités contre Israël. Ainsi, on peut voir qu'il existe un alignement d'intérêts entre Israël et le gouvernement libanais.
Les deux veulent que le Hezbollah soit anéanti et disparaisse. Alors, vous savez, il se peut que ce soit un grand moment, il peut y avoir une opportunité ici, possiblement pour une sorte de normalisation, mais avec les Libanais. Mais au final, cela dépendra vraiment du fait qu'Israël affaiblisse encore plus le Hezbollah. Michael, avant de vous laisser partir, je veux dire, il y a de nombreux aspects différents que nous continuons à surveiller et à suivre de près. Y a-t-il un détail ou un événement en particulier que vous prévoyez et que vous aimeriez partager avec nos téléspectateurs? Oui, bien sûr, merci beaucoup. Les Israéliens continuent d'observer le Liban de près. Le cessez-le-feu avec l'Iran donne un peu plus de répit aux militaires israéliens afin qu'ils puissent maintenant se concentrer sur la région libanaise. Pour moi, la question se pose à Hormuz, si les choses s'aggravent comme nous l'avons dit, et si Israël, si les États-Unis décident utiliser cela pour reprendre la guerre, parce qu'ils n'ont fait qu'un cessez-le-feu qui n'a pas été respecté par les Iraniens. Alors, si les États-Unis et Israël reprennent le bombardement des installations militaires puis des installations économiques, la grande question que nous devons vraiment surveiller de près, c'est le nucléaire. Est-ce qu'on essaie d'extraire le matériel nucléaire et de détruire quelque chose qui ne reçoit pas beaucoup d'attention de la presse, à savoir, la montagne Pickaxe est une installation relativement nouvelle, qui n'a pas été bombardée en juin parce qu'elle est enterrée plus profondément sous une montagne que Fordow. Et elle n'a pas été inspectée par des inspecteurs internationaux? Devons-nous agir ou simplement parler? Si les Iraniens font quelque chose, nous réagirons. Concentrons-nous sur l'essentiel. Montagne Pickaxe, matériel nucléaire et le détroit d'Ormuz. Très bien. Michael, nous vous remercions comme toujours de prendre le temps de nous rejoindre sur Live Now de Fox. Merci. Passez une bonne journée.